Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. MVP time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'écho des parquets, un numéro spécialité, donc ça veut pas dire qu'on va parler des Summer League ni des transferts en particulier, ça veut dire juste qu'on va être assez cool. Je vous explique, Lucas a été appelé pour jouer en équipe de France évidemment avec tous les pivots qui ont refusé, du coup on est que deux. Nico, t'es là? Ah oui, je suis là, moi je t'ai pas été appelé moi, c'est dégueulasse. Mais moi non plus tu vois. Non, je crois que... Non, c'est la jalousie, et c'est parce qu'on porte des chaussettes blanches très hautes. Pour ceux qui connaissent la référence. Tariq, si tu nous entends. Bon voilà, on est que deux aujourd'hui, on va essayer quand même de parler de ce qui s'est passé un peu en NBA, donc il y a eu pas mal de transferts évidemment, les principaux sont faits maintenant. Bon, disons maintenant c'est que du monde Nico. Hein? On va avoir pas mal de sujets à aborder quand même. Bah ouais, parce que mine de rien, il y avait quand même resté quelques bons petits joueurs restés, c'est pas du calibre de Dwight Howard et Tony Douglas, mais quand même. Évidemment Tony Douglas, parti à Golden State évidemment. Tu veux commencer par Tony Douglas ou Andrew Bynum? Non, je commençais par Josh Smith parce que j'ai un compte à régler avec lui. Parce que ce petit salopio, il a annoncé sa signature, genre quoi, 1 heure, 2 heures après qu'on a enregistré l'émission de la semaine dernière. C'est ça. Il aurait fait la veille, il aurait fait quelques heures avant, on aurait pu l'inclure dans l'émission. Ah bah non, on a dû poster notre émission sans parler de Josh Smith alors que cette enflure avait déjà un club. En plus, on avait même débattu, est-ce que Houston doit lui offrir pas mal d'argent, est-ce que ça vaut le coup et tout, et finalement, le mec, il va à Détroit. Je crois que c'est pour 50 millions, il me semble. Ah bah faut que tu révises tes fiches, hein, c'est ton boulot ça. Ouais, non, il a clairement choisi l'argent. Après, je sais pas combien pouvait mettre Houston, sachant qu'a priori le sign and trade n'avait pas l'air de se faire. Donc je pense aussi que Houston avait vraiment pas beaucoup d'argent à lui donner, peut-être juste une mid-level exception, un truc comme ça, donc c'est genre 4 ou 5 millions. Donc bon, à part ouais, Joe Smith est bien sympa, mais je pense qu'il voulait avoir de l'argent et aussi des responsabilités. À Détroit, il sera plus ou moins le franchise player, ce qui à mon avis est mieux que Greg Monroe, qui est un peu tendre encore pour ce rôle-là, et mieux que tout le reste de l'équipe. Donc même si lui-même en franchise player, c'est pas glorieux, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est pas non plus fantastique. Enfin, franchise, en joueur de complément, en lieutenant, ça aurait été une belle addition pour Houston, ou même pour Dallas, qui à un moment était sur le rang, mais qui n'est plus évidemment. Mais ouais, après, quelle position il va jouer à ton avis à Détroit? Parce que, a priori, ça va être poste 3. Non, alors, moi je pense que, et c'est plutôt malin, que Détroit reste sur l'idée de faire jouer André Drummond seulement 20-25 minutes. Et comme en plus ce bonhomme il peut jouer poste 5 et poste 4, il pourra même atteindre les 30 minutes en jouant derrière Monroe et Josh Smith. Donc je pense que Smith sera en 4 quoi qu'il arrive, et j'espère parce que c'est vraiment là qu'il est le plus intéressant. En 3 ça sera vraiment sur séquence seulement qu'il est utilisable. Moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Tu préfères quand même avoir un Greg Monroe et Josh Smith et faire sortir André Drummond du banc, quoi. Ah clairement. Déjà parce que je pense que André Drummond est quand même encore un peu en développement, donc je pense pas que ce soit trop vraiment une bonne idée de tout de suite le mettre sous le feu des projecteurs à ce point. Je pense que ils ont plutôt bien fait l'année passée, d'utiliser avec parcimonie tranquillement, et du coup il a sans trop de responsabilité, sans trop d'attente autour de lui, il a pu faire de très bonnes choses. Donc je pense qu'ils vont poursuivre sur cette idée-là, ce qui est très intéressant. Après quand il sera imposé, développé, qu'il sera assez mûr, on pourra toujours se poser la question, faire des transferts, des choses comme ça. Mais là pour l'instant j'aime assez cette idée-là de le mettre derrière deux joueurs un peu plus confirmés et qui interviennent seulement dans un rôle d'energizer ou de grosse brute en sortie de banc, quoi, qui a des tâches limitées mais qui les fera bien et qui pourra prendre le temps d'apprendre le jeu, quoi. Donc ça j'aime bien cette idée. Après moi c'est dommage parce que du coup ça fait que si t'as Josh Smith au poste 4,
bah tu décales encore une fois Greg Monroe en pivot, et moi clairement je pense que c'est sur le poste 4 qui peut avoir le plus d'impact. Ouais, je sais pas. Moi, Monroe, je l'aime assez en pivot. Je le trouve un peu lent pour jouer 4. Il a pas assez de shoot aussi, à mon avis. Donc je l'aime assez bien en pivot, même si on est d'accord qu'il a quelques limites physiques. Mais pas tant que ça, quoi. Je veux dire, pas tant que ça. Finalement, je préfère en pivot. Et puis j'aime assez l'idée, le complément en fait. Monroe, Josh Smith. Monroe qui est plutôt un attaquant, genre un peu le laid back, tranquille, et qui en défense est pas formidable. Ah, là où Smith est beaucoup plus dans l'énergie, beaucoup plus dans le mouvement. Donc j'aime assez bien cette idée-là. Je dis pas que ça va faire des ravages, mais au minimum c'est plutôt solide et complémentaire, quoi. Ouais. Et puis surtout je trouve que c'est dégueulasse qu'il y ait Smith en 3, quoi. Je veux dire, ce poste 3, je le vois pas du tout jouer comme ça. D'autant plus maintenant où on aime bien avoir des 3 qui s'écartent. Encore plus quand on a un intérieur offensif comme Monroe. Donc je pense vraiment qu'en 3 c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, c'est-à-dire que sur certaines séquences ou même sur une série de matchs, je me souviens contre Indiana, parce que moi j'ai regardé la série Atlanta-Indiana, il faut le savoir. Oui, le seul en France qui a regardé cette série, quoi. Apparemment. Non, c'était intéressant parce que t'avais ce 5 de départ avec Josh Smith en 3, donc ça apportait beaucoup de taille, ce qui avait permis à Atlanta de revenir. Mais ouais, après, moi ce qui me dérange, c'est que Josh Smith c'est quand même un peu une tête de l'art quand il veut, et que c'est pas forcément le meilleur endroit pour le mettre, quoi. À Détroit, il y a quand même un groupe assez jeune. Même s'il a un gros salaire et qu'il va être considéré comme la star de l'effectif, franchement, je le vois pas en tant que joueur fédérateur autour de tous ces jeunes joueurs. Non, c'est sûr, mais encore une fois, un peu comme pour Charlotte, Détroit pouvait pas trop se permettre de faire la fine bouche. Oui, c'est vrai. Ils sont, je pense, qu'ils sont déjà contents d'avoir un joueur du calibre de Josh Smith. Après, et je me demande d'ailleurs s'ils ont pas les moyens. Non, ils ont pas les moyens. Ou alors si Brandon Jennings accepte une réduction de salaire, parce que je pense vraiment qu'il manque un vrai meneur à cette équipe. Et ne m'évoque pas Chauncey Billups, s'il te plaît. Il manque un vrai meneur, parce que ni Knight ni comment s'appelle-t-il, Caldwell Pope n'en sont un. KCP, on va dire. KCP ni Will Bynum qui a signé, je crois, n'est tout à fait vraiment ce patron en meneur. Là où Jennings, malgré ses défauts, en est vraiment un playmaker et un patron, le mec qui peut un leader, quoi, quelqu'un qu'on suit. Ça, Oui, je pense qu'il l'est. Ou tout simplement un playmaker. Parce que Brandon Knight est quand même assez limité au niveau de distribution. Ah oui, tout à fait. Non, mais je pense que Brandon Jennings, même, je pense qu'ils auraient dû essayer de l'avoir lui avant d'avoir Josh Smith. C'est discutable, hein, on peut voir, hein. C'est vrai, ouais. Mais moi, j'aurais plutôt vu ça. Mais après, tu vois, ça remet en cause leur sélection à la draft. Parce que, pour le coup, Kentavious Caldwell-Pope, d'accord, c'est un super joueur. Moi, je l'adore personnellement. Mais quand t'as déjà Brandon Knight, qui a priori n'est pas taillé pour le poste de meneur de jeu, et qui s'était plutôt pas mal débrouillé en tant que deuxième arrière, moi je me disais, bah, peut-être qu'à la draft, t'allais choper un Trey Burke, même si, bon, toi tu l'aimes pas. Comme ça, c'est réglé. Burke, qui est quand même un bon playmaker, qui distribue bien le jeu malgré ses petites faiblesses, et qui en plus bah, vient de Michigan. Soit tu prends un Trey Burke qui était encore disponible, soit comme tu dis, tu vas chercher un Brandon Jennings. Mais là, pour le coup, je trouve que ce backcourt Brandon Knight, Kentavious Caldwell-Pope, ça manque un peu de distribution. Ah oui, non, moi je sens pas du tout. Hein. Et autant j'aime bien KCP, autant je pense que c'était pas vraiment le Détroit qui aurait dû le récupérer. Ouais. Et l'ami Store était très content, hein, parce que c'est lui qui voulait à la base. Parce qu'effectivement, il y a pas de playmaking, et je veux dire, Détroit, ça fait ils ont pas eu de vrai meneur depuis, bon, si on enlève l'intermède de Calderon, je crois qu'ils ont pas eu de vrai meneur depuis Chauncey Billups, quoi, qui est revenu. Ça Qui lui non plus n'était pas un fantastique distributeur, mais qui ouais, mais c'est un patron, et puis il savait comment dire, c'est pas vraiment le rondotype ou le Rubio qui va faire des passes décisives de taré et trouver des tirs ouverts à toutes les possessions, mais il savait distribuer le jeu, c'est-à-dire responsabiliser chacun de manière à peu près égale, ou du moins en rapport avec leur talent, pour que tout le monde ait le nombre de tickets de tir qu'il faut et au bon moment, quoi. Donc oui. Même si on pourra pas dire que c'est pas le plus pur des playmakers, ça en était un quand même. Et puis beaucoup de leadership quand même.
Et du Il en fallait leadership. pour bien distribuer le ballon entre toutes les stars qu'il y avait Détroit à l'époque. Du coup, oui, Chauncey Billups qui, on va terminer là-dessus avec Détroit. Chauncey Billups qui a signé donc avec les Pistons, qui est de retour. Est-ce que finalement, moi je me dis, ça peut être aussi un bon moyen de chaperonner Brandon Knight et justement de le faire entrer petit à petit dans ce rôle de un peu plus de meneur et un peu moins en tant que shooter ou scoreur. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que c'est intéressant ça parce que justement, comme on dit, Brandon Knight, c'est un arrière qui a commencé sa transition au poste 1 dès l'université à Kentucky et il a plutôt montré de choses intéressantes en fin de saison. Il montré une vraie progression. Et puis je me souviens avoir dit à l'époque de sa draft qu'il peut, s'il y a quelqu'un qui arrive à faire la transition du poste 2 au poste 1, comme l'avait fait en son temps Chauncey Billups, c'est bien Brandon Knight parce qu'il a la qualité technique et l'intelligence pour comprendre toutes ces subtilités et venir à maîtriser tout ça. Bon, ça n'a pas marché, donc je serais pas contre qu'il repasse en poste 2, mais là en l'occurrence c'est vrai que peut-être que Billups qui lui a vraiment découvert le poste de meneur, enfin a compris les subtilités du poste de meneur en NBA, peut-être lui-même qui est passé du coup par le même processus, pourra peut-être lui donner ces ficelles là qui font la différence. Et du coup effectivement peut-être que le calcul de Détroit est là, et alors c'est toujours un peu risqué hein, mais effectivement si ça marche, on pourra leur tirer un coup de chapeau je pense. Mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes quand même, parce qu'on peut jamais dire que quelqu'un arrivera à faire une transition aussi difficile. Oui, et puis le mauvais côté de la chose, c'est aussi que si Brandon Knight commence à rentrer dans une mauvaise passe, je pense que Billups pourrait quand même prendre le relais à la main et Brandon Knight pourrait même carrément sortir du banc à suivre. Ouais, Tu parlais de Brandon Billups. Jennings à Détroit. Oui. Une autre possibilité, c'était à Dallas. Apparemment, ça a l'air mort en ce moment. Dallas qui a signé Monta Ellis, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis pas très fan, surtout que Monta Ellis, tu le signes à 30 millions sur 3 ans, il me semble. Alors que t'as laissé filer un O.J. Mayo qui a signé pour beaucoup moins. Pour 24 millions, donc pour moins à Milwaukee. Bon, moi, je suis pas fan. Bah déjà de base, je suis pas grand monde des fans de Montelis. Si d'ailleurs il serait parti bien avant, vu sa feuille de stats, sinon il serait parti bien avant. Non, c'est vrai que c'est vraiment le mec qui remplit sa feuille de stats et mais en général les équipes dans lesquelles il joue gagnent pas beaucoup de matchs. Du coup c'est compliqué. Et puis effectivement comme tu dis, autant O.J. Mayo est un vrai joueur qui arrive vraiment à s'intégrer dans une équipe et qui défend, ce qui change beaucoup de choses. Autant ça aurait été intéressant de le garder, autant là Monta Ellis, on a un peu l'impression que c'est on veut un peu, on n'a pas réussi à avoir de star ni rien. Bon, on prend le joueur qui a le plus cette étiquette de star, même si c'est une mauvaise étiquette, parce que c'est vraiment typiquement le genre de joueur qui fait des statistiques et qui a un volume de jeu de star, mais dans une mauvaise équipe, équipe qui est mauvaise notamment parce que cette star là en l'occurrence n'est pas un vrai joueur qui fait gagner quoi. Bah, du coup, non, pour moi, c'est pas terrible. Et puis, comme je te dis, j'aurais préféré, quitte à mettre de l'argent sur quelqu'un, ce serait plutôt sur un vrai meneur. Et notamment Brandon Jennings, ou d'autres, hein, il y avait d'autres choses à faire. Mais là, pour monter à Monta Ellis, c'est pas le joueur qui va faire avancer une équipe. Donc voilà. En tout cas, peut-être que, moi, je me mets dans la peau de Mark Cuban. Enfin, j'essaie en tout cas, parce que c'est difficile quand même. Ouais, mais c'est bien, t'as des jets privés, des choses comme ça peut être sympa, hein. Ouais. Non, mais, dans un sens, c'est intéressant puisque, O.J. Mayo, on connaît tous ses qualités, mais il a pas vraiment prouvé qu'il pouvait être un scoreur à 20 points en NBA. Bon, moi j'ai dit la semaine dernière déjà que tu le mets dans la bonne situation, il peut tout à fait le faire. Ça, j'en suis convaincu. C'est un bon shooter, c'est un super slasher qui est pas dégueulasse en défense et qui se débrouille vraiment pas mal balle en main. Maintenant, si je suis Mark Cuban, je me dis que peut-être c'était un peu décevant la fin de saison de O.J. Mayo. Qui a complètement lâché une fois que Dirk Nowitzki est revenu. Et dans un sens, Monta Ellis a quand même prouvé un peu plus de choses en NBA. Il a quand même claqué des saisons à 25 points par match. Et finalement, ça peut apporter un bon équilibre entre Dirk Nowitzki à l'intérieur et Monta Ellis à l'extérieur. Reste à voir si vraiment il pourra s'intégrer à l'effectif ou si encore une fois il va faire sa tête de l'art, Monta Ellis. Mais sur le papier, ça peut être pas mal. Même si encore une fois, moi j'aurais parié sur O.J. Mayo, mais ça peut être pas mal, Monta Ellis. Oui, puis même si tu veux pas O.J. Mayo, t'es pas obligé de prendre Monta Ellis pour autant. Je veux dire, il y avait d'autres joueurs intéressants. Ah bah toi, après qui toi? Là comme ça, brut pour point, O.J. Mayo. Je sais pas, là, j'ai pas des joueurs en tête. Non, bah Brandon Jennings, moi j'aurais pris. Ah oui, ouais. meneur. Hein?
En tant que meneur. Là, je pensais que tu parlais des arrières. Ah oui, non, je parle, bah non, bah, je parle sur qui tu mets ton argent. Tu peux le mettre sur qui tu veux, quoi. Oui, oui. Et effectivement, moi, ce serait un meneur que j'aurais essayé de choper, et notamment Brandon Jennings. Ouais, je dois oublier des joueurs, mais voilà, c'est un peu ça. Après, moi, tu vois, comment dire, tout le monde me dit Brandon Jennings mérite pas. Je crois que lui, il demande 12 millions par an. Oui. Moi, personnellement, les 12 millions par an, je lui donne parce que au final, 12 millions par an sur 4-5 ans, ça fait du 50 millions, 55 millions. C'est exactement du même acabit qu'un Jrue Holiday, qu'un Stephen Curry, qu'un Ty Lawson même. Franchement, Brandon Jennings c'est quand même un super playmaker, même s'il a de sa réputation d'être un peu un arroseur ou un croqueur, qui est pas forcément justifié. Moi, je me dis Dallas, je sais pas, je t'avoue que je sais plus s'ils ont la place en ce moment après avoir signé Montaïlis, Non, là, ils ont plus mais rien. 12 millions sur Brandon Jennings, 12 millions par saison, c'est loin d'être scandaleux, je pense. Oui, mais je pense que Jennings, il paye vraiment une réputation qu'il a d'être non seulement un croqueur, mais aussi un joueur qui sait pas distribuer le jeu, ce qui est une erreur monumentale. Je veux dire, j'ai vu, je sais plus où, des gens qui pensaient que Jeff Teague était plus un playmaker que lui. Oula. Ouais, voilà. Et là, tu vois ce que vraiment l'image qu'a Brandon Jennings. Et j'ai peur que beaucoup de monde la croit, quoi, y compris dans le milieu professionnel. Bah, oui, même cette réputation de croqueur, finalement, elle est vraiment surfaite. Parce que c'est quand même un joueur vachement altruiste. Et je me souviens dans la saison, là, il a enchaîné 3 matchs. Je crois que c'était, il a claqué une performance à 16 passes décisives contre Utah, 19 passes décisives contre les Clippers, je sais plus, dans cet ordre-là. 3 performances énormes comme ça, il tournait à 16 passes décisives de moyenne. Bon, même si c'est que sur 3 rencontres, ça te montrait quand même que le mec était vraiment pas dégueulasse. Moi, je les avais regardés ces matchs avec une certaine attention. Il se débrouille vraiment pas mal sur pick and roll. Il est vraiment altruiste. Et finalement, l'association avec Dirk Nowitzki aurait vraiment pas été dégueulasse non plus. Ah oui, mais complètement. Mais je pense que bon, faut avouer que faut se les taper les matchs des Bucks quand même. Hein. Je comprends que les gens les regardent pas. Mais quand on regarde un match de Je t'avoue Jennings, que pour garder 16 passes décisives de Brandon Jennings, j'avais voulu jeter un coup d'œil quand même. ouais, mais faut que tu vois les autres joueurs aussi. Hein. Je sais pas si faut que tu vois Drogoden, tout ça. Mais je pense que personne se rend compte que Jennings, au moins une possession sur 2, si ce n'est pas 2 sur 3, il cherche vraiment à trouver des joueurs ouverts, à créer du jeu, à vraiment faire bouger les défenses pour créer des failles. Balle en main, vraiment il lâche la balle. Alors effectivement il a un pourcentage horrible, mais et il prend sûrement des tirs qu'il devrait pas prendre, mais il ne le fait que sur au grand maximum une possession sur 2, ce qui est loin d'être scandaleux, surtout dans une équipe sans vraiment un peu limitée au niveau des options offensives. Du coup, avec des joueurs un peu meilleurs, bon, je suis pas sûr que ce soit le cas à Dallas, en tout cas par Nowitzki, bon, Carter revient d'entre les morts un peu, donc pourquoi pas. Mais il était aussi un peu obligé de prendre des tirs qu'il sait lui-même qu'il ne met pas. Donc voilà ce qui explique un peu ce pourcentage. Bon, mais après là, à Dallas, c'est bon, maintenant qu'ils ont pris Calderon, tout ça, c'est réglé. Ouais, du coup, ça va être Calderon, tu penses, la titulaire? Ah bah sinon tu mets qui sinon? Non, je pense que ça va être Calderon également, mais ils ont quand même drafté Shane Larkin qui malheureusement s'est pété la jambe apparemment, il est out pour 3 mois. Tiens, je sais pas si t'as suivi aussi Devin Harris qui avait dit qu'il retournerait à Dallas et finalement je viens pas. Moi il me semble c'est plutôt Dallas qui a dit bah non finalement on te signe pas. Ah ouais? Ouais, c'était pour signer je sais pas si c'est Montaïlis ou Calderon ou je sais plus qui. Mais voilà, pour que tout ça passe bien correctement, bah ils ont décidé, ou alors pour se ménager un peu de place encore, ils ont retiré l'offre, quoi. Comme vu que il y a un certain temps entre l'accord et l'officialisation, bah pendant ce laps de temps, il n'y a pas de signature qui est faite, donc on peut toujours retirer notre offre. Bah là, ils ont fait non, mais finalement, Devin, on veut pas de toi. On a ce qu'il faut, c'est bon. T'imagines quand même Dallas, l'an passé ils voulaient Deron Williams et Dwight Howard. Ils ont eu Chris Kaman et O.J. Mayo. Et cette année, ils rêvaient encore de Chris Paul et Dwight Howard, et Josh Smith, et même Al Jefferson. Ils ont monté Ellis. Ouais, bah, ils se sont rabattus sur ce qu'ils pouvaient. Hein. Mais je veux dire, chaque été où il y a des gros free agents comme ça... Chaque été tout court. Chaque été tout court, il y a toujours une équipe qui se fait de la place au salary cap et qui essaie de chasser tout le monde et qui se retrouve le bec dans l'eau, quoi.
Bon après, Oui, puis tu vois la différence entre Houston et Dallas, parce que Houston aussi, ça fait 2 ans qu'ils font un peu les mendiants pour les gros free agents. La différence, c'est que Houston a James Harden, qui est jeune, qui est All-Star, qui va être All-Star pendant des années, et ça a vraiment fait la différence, puisque Dallas, il y a Dirk Nowitzki, d'accord, mais c'est vraiment pas le futur, et Dwight Howard, quand il a rejoint Houston, c'est pour se dire, je vais former un duo avec James Harden sur la durée, alors que Dirk Nowitzki, je pense pas qu'il ait le même attrait sur le marché. ah bah non, c'est sûr que Dallas est un peu coincé par rapport à ça. Ils ont un super franchise player, mais qui est clairement sur à la fois sur la pente descendante et en plus tout simplement vieux, donc bientôt à la retraite. Hein. Donc effectivement, c'est dur de donner envie aux free agents de venir dans une équipe dans laquelle on sait très bien que les forces actuelles seront pas présentes d'ici peut-être 1 an voire 2 ans. Donc c'est vrai, et puis en même temps là, ça peut pas non plus se débarrasser de Nowitzki comme ça. Enfin, ils peuvent, mais bon, c'est pas classique ni rien. Et puis je crois que Dallas n'a pas non plus une cote d'amour exceptionnelle comme l'aurait Boston ou New York ou des équipes comme ça. Donc c'est un peu coincé. Ouais. Donc ouais, ils se rabattent sur ce qu'ils ont pu. Bon après le duo Calderon Marion Nowitzki peut être intéressant. Marion peut aussi être intéressant dans ce jeu-là. Et à la rigueur, Montalis utilisé seulement je veux dire, si on donne la balle à Montalis qu'à des moments précis, c'est-à-dire au moment où on dit c'est bon, vas-y, prends la balle, va scorer, ça peut marcher. Ça peut être pas trop pourri pour l'équipe. Défensivement, ça va vraiment être en souffrance parce que Calderon est quand même très moyen. Nowitzki n'a jamais été une foudre de guerre, même si il essaye toujours. Vince Carter, ça a jamais été trop son kiff non plus. Et Montalis, j'en parle pas. C'est plus défensivement que la question va se poser qu'offensivement. Après moi je trouve là où c'est une mauvaise opération pour Dallas, c'est que en recrutant Montalis, en plus sur 3 ans quand même. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont pas peur. Ouais, non, mais la mauvaise opération, c'est que ils sont, même avec Montalis, ils sont pas assez bons pour faire les playoffs. La marge de progression de l'équipe, en plus, sur du long terme, elle est pas énorme non plus. Mais en prenant Montalis, du coup, ils sont quand même trop forts pour jouer les premiers choix de la draft. Oui, c'est vrai. C'est pareil avec Nowitzki aussi. Hein. Remarque Nowitzki. Oui, non, mais regarde, moi, si j'étais Dallas, tu vois, je vois que Chris Paul vient pas. Je vois que Dwight Howard vient pas. Je vois que Al Jefferson et Josh Smith ne viennent pas. À un moment donné, tu dis bon, tant pis. On va s'asseoir sur la saison entre guillemets. Et puis on va essayer de choper un choix pas dégueulasse à la draft. Ou, enfin, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, enfin, je suis vraiment pas satisfait pour ce qui va se passer pour la suite, je pense. Ouais, mais toi qu'il persiste à essayer de monter une bonne équipe encore moins, parce qu'en fait, ils veulent profiter de Nowitzki tant qu'il est là, hein, et c'est normal. Ils peuvent. Est-ce qu'on peut se mettre en reconstruction quand on a un vieux joueur mais encore très fort comme Nowitzki? C'est ça. C'est sa dernière année de contrat cette année-là, donc ce serait intéressant de voir comment ça se passe. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait toi à la place de Dallas? Alors moi je dis, j'aurais essayé de prendre Jennings, j'aurais peut-être aussi Andrew Bynum parce qu'à la rigueur c'est un pari à prendre. Je veux dire, Dallas n'a pas grand chose à perdre vu que de toute façon ils sont plus ou moins coincés, ils peuvent ni vraiment reconstruire totalement ni avoir une équipe très forte tout de suite. Donc pourquoi pas tenter des paris? S'il marche, tant mieux, ça fait une belle équipe. Si ça marche pas, tant pis. De toute façon, au point où ils en étaient, ça aurait pas changé grand-chose. Oui, exactement. Moi déjà, j'aurais tenté le pari. À mon avis, c'est ce qui va sauver la franchise. J'aurais tenté le pari Quincy Pondexter. The next franchise player of the role player. Il manque ce joueur qui apporte de la magie, qui apporte de la folie, qui apporte un niveau de jeu extraordinaire. Je pense bien que t'aurais été presque prêt à brader Nowitzki pour l'avoir, quoi, en échange, hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, non, mais c'est sûr. Même 4 premiers tours de draft, même. Ouais. Du coup, on va continuer le petit périple de Brandon Jennings. Là où il aurait pu aller. Exactement. On va parler de Atlanta. Les carrières parallèles de Brandon Jennings. Ça, ouais. Donc, aujourd'hui, Brandon Jennings, c'est un peu comme Martin, tu sais, Martin à la plage, Martin à la campagne. Oh, les belles celle-là. Brandon Jennings à Atlanta, ça se fera pas, puisque Atlanta a choisi de s'aligner sur l'offre de Milwaukee concernant Jeff Teague, qui donc devrait a priori garder le job de meneur de jeu. 32 millions sur 4 ans, un joueur qui avait déjà signé avec une autre équipe, donc qui était plus vraiment à la tête à Atlanta. Je sais pas toi, je me demande si c'est le bon choix qu'a fait Atlanta. Alors c'est une question intéressante et c'est vrai. Merci. Que ouais. Ah mais comment dire, c'est une situation assez particulière et qui est pas facile à gérer. Ça va être dur de prendre la meilleure décision possible.
Parce que effectivement Milwaukee avait décidé plus ou moins voulait Jeff Teague, sans tenir compte de ce pauvre Brandon Jennings, et il lui a fait une offre qui était comment dire, pas mal. Je veux dire 8 millions par an, c'est pas énorme, c'est pas négligeable non plus, c'est pas non plus énorme parce que il a fait une vraiment belle saison, hein, Jeff Teague, faut reconnaître. Donc c'est intéressant, et Jeff Teague qui disait à Atlanta, bah les gars, vous êtes sympas, je passe un bon avec vous, mais s'il vous plaît, ne matchez pas l'offre, je veux aller à Milwaukee. Donc je suppose qu'après ils ont appelé un psy, un truc comme ça, parce qu'il fallait quand même vérifier, parce que vouloir aller à Milwaukee, faut le vouloir. Et finalement, alors là, qu'est-ce qu'aurait dû faire Atlanta? Est-ce qu'ils ont eu raison de matcher l'offre? Est-ce qu'ils ont eu tort? C'est vrai que le fait ils auraient pu se permettre de le laisser partir parce que il y avait un Brandon Jennings qui était disponible, certainement pas aussi cher que ça, et qui à mon avis est meilleur que Jeff Teague parce qu'il est beaucoup plus playmaker que le Hawk. Mais en même temps, ça peut être intéressant de le matcher parce que l'offre est pas chère. Jeff Teague a une plus belle cote sur le marché, étrangement, a une plus belle cote, une plus belle réputation que Brandon Jennings. Donc ça aurait pu faire aussi un bel échange une belle monnaie d'échange aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, on parlait d'un sign and trade entre Milwaukee et Atlanta. Et finalement, Atlanta, en re-signant Jeff Teague hier soir, ils ont annoncé que ils avaient jamais eu l'intention de faire un sign and trade. Ils avaient 3 jours pour s'aligner sur l'offre. Pendant 3 jours, ils se sont dit, on va s'aligner, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui, mais après, peut-être plus tard, ils se diront, on va les changer. Ça, je sais pas. Bon, après, les choix de Atlanta sont toujours un peu spéciaux. Je suis pas un expert, hein, mais il me semble qu'ils peuvent pas les changer avant le mois de février. Les joueurs que tu viens de re-signer pour l'intersaison, tu peux pas les changer avant février. Oui, non, enfin, alors des fois c'est bizarre ces histoires de règles, faudra qu'on vérifie ça parce que je me souviens de Quentin Richardson qui 2 jours après s'être fait transférer, je sais plus où, il a été transféré encore ailleurs. Donc ça c'est des histoires, donc mais c'est très possible, mais je veux dire quand je parle de faire un échange, pas forcément dans l'immédiat, ça peut être dans un an, ça dépendra des propositions qu'il y aura en face quoi. Mais manifestement Atlanta tient plus à Jeff Teague qu'ils ne sont intéressés par Brandon Jennings, ce qui est pour moi une erreur, mais parce que Jeff Teague a vraiment fait une belle saison, un vrai beau scoreur. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même quelques limites, le Jeff Teague, tu vois. Il se débrouille pas mal sur pick and roll, mais moi je trouve quand même que c'est moins bien que Brandon Jennings. Il est quand même un peu petit, et ça c'est jamais négligeable. Au niveau du shoot, c'est vraiment pas ça, alors que Brandon Jennings, même si sa sélection de shoot est mauvaise, techniquement parlant, si tu lui donnes des shoots ouverts, il va les mettre. Il y a un tas de choses comme ça qui font que moi aussi j'aurais préféré Brandon Jennings, et puis de toute façon, pour Jennings, là encore, ça aurait été la bonne solution de sortir de l'environnement de Milwaukee, je pense. Après, Jeff Teague a quand même fait une belle saison, mais c'est vrai que moi le gros point noir que j'ai avec lui, et je lui en veux pas, hein, c'est simplement que c'est pas un playmaker. Il a eu la chance cette année à Atlanta, il y avait vraiment un jeu collectif, tout le monde se partageait la balle. Du coup, je veux dire, un meneur n'était pas aussi indispensable que dans d'autres équipes, même si ça aurait fait du bien. Mais là, ils ont pu se permettre de jouer sans véritable meneur et avec un Jeff Teague à la place. Et il est c'est plutôt bien impliqué comme ça. Sans tenir trop le ballon comme le font habituellement les meneurs. Il a réussi à être bon. Il a laissé vivre le jeu. Donc vraiment, il était intéressant. Mais le problème, c'est que c'est pas un meneur. Et il est effectivement pas taillé physiquement pour jouer arrière non plus. Du coup, c'est un peu le problème que j'ai avec lui. Manifestement, Atlanta compte sur lui plus qu'il n'aurait compté sur Jeff Teague. Bon, après, ils ont pris leurs précautions. Ils ont derrière Dennis Schroeder, qui vient de drafter, l'allemand, et qui est un peu plus un playmaker. Franchement, je pense qu'ils vont faire comme l'an passé. Ils jouent avec 2 meneurs de jeu, finalement, avec Devin Harris et Jeff Teague, donc dans le backcourt. Finalement, je pense qu'ils vont faire la même chose, donc cette année avec Dennis Schroeder et Jeff Teague, sauf que pour le coup, le meneur de jeu playmaker, ce sera pas Jeff Teague, ce sera Dennis Schroeder. Ouais, c'est peut-être ça la stratégie, et elle est plutôt intéressante. Plutôt que de prendre un vrai meneur qui aurait été leur meneur pendant 5 ans et indéboulonnable à ce poste comme l'aurait été Jennings, ils comptaient vraiment sur Dennis Schroeder, qui a vraiment un gros potentiel, hein, ça effectivement. En se disant, on va prendre Teague maintenant, qui est en plus pas exceptionnellement cher, on va le garder, et laisser le temps à Schroeder de se développer et de réaliser son potentiel. À partir de là, le Teague, on pourra le mettre en 2, ou on pourra l'échanger, parce qu'il aura du jeu derrière lui, il aura du background, et ce sera une bonne monnaie d'échange. Et voilà, et c'est vrai que garder Teague permettra peut-être à l'avenir d'avoir un vrai bon Schroeder et de construire une équipe à partir de là. Donc
effectivement, dans cette optique-là, ça peut être intéressant. Ça reste un pari parce qu'on sait jamais ce qu'un joueur va devenir. On peut pas affirmer que Schroeder va s'imposer. Si. Moi, je peux. Toi, tu peux, toi, t'es devant. Non, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Pour le coup, au niveau playmaking aussi, il y a du gros potentiel chez Dennis Schroeder. Le seul souci que j'aurais avec ce backcourt qui, dans l'immédiat, est peut-être la meilleure solution, c'est que sur le long terme, enfin même sur le moyen terme, long terme, est-ce que Jeff Teague au poste 2 c'est viable? Oui, non, mais je pense que l'idée c'est plutôt de faire jouer sur séquence Jeff Teague en deux pour avoir Schroeder seulement le faire jouer que 20-25 minutes par match. Oui, et non, le mais ça, laisser c'est ce que je te dis, tranquillement. sur court terme, c'est vraiment, c'est la bonne opération. Est-ce que dans 3, 4, 5 ans, quand Dennis Schroeder, si ça arrive, quand Dennis Schroeder sera devenu un très bon meneur de jeu, capable de jouer 40 minutes par match, qu'est-ce que tu fais de Jeff Teague du coup sur le poste 2? Bah, c'est pour ça que je dis que là tu peux toujours les changer parce que le mec aura eu il aura fait des stats, il aura montré son niveau, il aura maintenu un bon niveau de jeu, donc il aura une vraie valeur sur le marché. C'est vrai. Et effectivement là tu pourras les changer contre un vrai 2 ou un poste 3 ou ce que tu veux ou Quincy Ponnexter même Ou Quincy Ponnexter. qui à ce moment-là Ou même sera un- certainement un triple All-Star ou je sais pas. Il sera Dieu. Moi, je préfère quand même Ponnexter à un triple star. Oui non, parce que ou même tu pourrais les changer contre un vrai pivot, histoire de décaler à Horford poste 4. oui, alors là, grand débat qu'on peut avoir là. Est-ce que manifestement Atlanta a décidé définitivement de faire d'Al Horford un poste 5. Lui qui est à l'origine un vrai pur poste 4 taillé pour le poste 4 techniquement et physiquement. Mais en prenant alors que Josh Smith enfin est parti, ils ont préféré prendre un autre poste 4 à la place qui est Paul Millsap qui peut pas jouer un autre poste, hein. Ça c'est encore pire que Josh Smith. Donc ils ont définitivement installé Al Horford en poste 5 Avec le recrutement de Paul Millsap. avec le recrutement de Paul Millsap. Donc alors la question c'est est-ce qu'ils ont raison de faire de Al Horford définitivement un poste 5? Qu'en penses-tu toi? Moi, je serais quand même partant pour le redécaler poste 4. Le souci, c'est que comme je te disais il y a 10 secondes, c'est qu'en signant Paul Millsap pour quand même un joli montant, c'est quand même difficile de le faire sortir du banc ou de pas l'utiliser à son maximum, quoi. Oui non mais ma question serait en dehors de Millsap, ce serait il oublie Millsap, imagine il y a pas de poste 4. Est-ce que toi tu construis ton équipe avec Horford en visualisant les choses en le mettant en poste 4 ou tu dis que finalement poste 5 c'est plutôt intéressant, je vais le laisser là. Moi, personnellement, je le mettrais quand même poste 4 parce que il est vraiment habile offensivement. Je trouve un peu loin du panier comme le font parfois les ailiers forts, mais il manque clairement de défense, de force, de taille, même de qualité au rebond pour vraiment s'imposer comme un pivot dominant, quoi. Donc finalement, pourquoi pas mettre à leur fort poste 4 et aller choper, je sais pas, un Homer Asic ou n'importe qui. Ah bah ça c'est un truc qui aurait vraiment pu se faire, hein. Je pensais que ça allait, avant qu'il signe Millsap, je pensais vraiment que Atlanta allait tout faire pour avoir Asic, effectivement ça aurait été bien. Après le truc, moi je suis aussi d'accord qu'Al Horford est clairement, je vois clairement mieux Al Horford en poste 4, je pense que c'est là qui serait le meilleur tout simplement. Mais c'est pas inintéressant de le mettre en poste 5 aussi, parce qu'on sait que ce poste là, il est très très dur à remplir, du moins à remplir correctement. Alors, donc la question c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un Al Horford à plein de son potentiel en poste 4 et avoir ce qu'on peut trouver en poste 5, ou mettre Al Horford en poste 5 quitte à l'avoir un peu moins fort, mais au moins on a un poste de pivot qui est bien rempli, à défaut d'être peut-être pas aussi bien, Al Horford n'y serait pas aussi fort que s'il était en poste 4, mais il serait quand même très fort comme il est maintenant. Et il est rempli à un poste où en général c'est très dur de trouver des joueurs. Alors des postes 4 on trouve tout le temps. La preuve, là ils ont mis le sap. Donc non, c'est vrai que ça se défend, c'est une théorie, elle est pas mauvaise, étant donné que comme tu dis, les postes 5 de talent, ça ne se trouve pas partout. Néanmoins, moi je me dis, en NBA, justement, t'as plus besoin forcément d'un pivot super talentueux qui va te planter 20 points par match ou quoi. C'est vrai. Non, donc, mais finalement, tu vois, t'as des équipes comme, je sais pas, je peux te citer Miami ou OKC, finalement, avec un joueur, comment dire, un pivot assez sobre, qui fait le boulot, qui est là juste pour du rebond et de la défense. Si t'as le talent autour, franchement, ça passe. Oui, non, mais c'est vrai que après,
alors Ford en pivot, même s'il est pas aussi fort qu'il pourrait l'être, en pivot, il est quand même meilleur que, je sais pas, 60% des pivots NBA, quoi. Des vrais pivots NBA. Oui, parce que les équipes n'ont plus besoin d'un pivot super talentueux. Comme je te disais, si t'as un super poste 4 ou un super poste 3 ou un super arrière, bah tu prends tu prends un role player pour faire le pivot. Ouais, non, mais c'est vrai que moi j'aurais essayé de prendre Omer Racing dans tous les cas. Mais je comprends aussi un peu l'idée d'Atlanta d'assurer le coup à ce poste de pivot là, que finalement alors Ford, même si je pense qu'il en bave un peu, au minimum ils ont bien rempli ce poste là qui est assez important et difficile à remplir, quoi. Et finalement, je pense que de toute façon, alors Ford devrait partir pour Milwaukee, puisque de toute façon, Milwaukee est en train de devenir Atlanta. Ouais, voilà. Larry Drew, Zaza Pachulia, il y a Jeff Tick qui a failli venir. Larry Drew, il s'est fait virer d'Atlanta, il a fait ouais ah ouais les gars, ah ouais bah écoutez, je prends tous les joueurs, on va rameuter tout le monde, vous allez voir, quoi. Bon, Nico, on se retrouve juste après le jingle pour parler de Andrew Bynum entre autres. Oh là, jingle ring pour lui, quoi. The dribble, drives, inside to Duncan, blocked by James! What a rejection! James on the drive, leans in, banks it in, tie game! Et on est de retour pour continuer à parler de tous les transferts qui sont arrivés en NBA, mais avant ça, Nico, on est obligé à prendre quelques minutes pour se souvenir le nom de free agent oui, qui malheureusement n'ont pas encore trouvé de place en NBA, qui risque bien de ne pas en trouver. C'est pour vous, Luc Babbitt, Devin Banks, Dominic Jones, Henry Sims, Earl Baron, Alexander Pavlovich, Eddie Curry, Ryan Gomez et Darwan Summer. Les gars, on pense à vous. Il y en a quand même une centaine qui n'ont pas été pris. Ah non, mais encore, t'aurais pu citer des mecs un peu plus... Oh non, on va pas tous les faire. Non, mais... Desania Diop, Garrett. Bah d'ailleurs, si vous savez pas quoi faire pendant les vacances, je pense que vous pouvez vous offrir un Dexter Pittman pour le mois d'août. Ouais, ça rentrait bien dans le salon, dans le coin, vous savez, ça remplit bien l'espace. Et c'est original. Ça c'est un bon sujet de conversation entre amis. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils ont mis Travis Leslie 105ème parmi les free agents disponibles alors qu'il a fait une bonne saison en D-League. Ouais, bon, la D-League, quoi. Mais moi, j'aimais bien Travis Leslie. Ouais, bon, la D-League, je crois qu'il faut enlever 50 places d'office, quoi, même quand t'es bon en D-League, quoi. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ah, tiens, Joanne Howard est encore classé alors que je crois qu'il est assistant à Miami maintenant. Ouais, mais je crois puis lui, il doit frauder à la retraite, quoi. Il fait genre, il travaille, mais non, en fait, il est en retraite, quoi. Ouais. Bon, non, quand même, un peu plus sérieusement, il y a quand même des mecs comme Rodrigue Bobois qui a toujours pas de job. Stephen Jackson, Lamar Odom, il y a quand même des bons role-players disponibles. Notre Nate Robinson est toujours là, hein, et oui, je pense pas alors qu'il là tu prends le gratin du gratin, là. Ouais, mais c'est ce que je pense, je suis pas sûr qu'il va trouver le contrat qu'il veut, quoi. J'ai peur qu'il va re-signer au minimum comme c'était le cas l'année dernière, quoi. Mais ce qui mérite plus pour un joueur qui finalement peut faire des étincelles fantastiques, mais Attends. Si Louis Williams touche 5 millions, si Jamal Crawford touche, je crois que c'est 8 ou 10 millions, Nate Robinson mérite largement 4 ou 5 millions, quoi. En sortie de banc, tu sais, le mec qui allume des pétards, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, Nikola Pekovic est encore free agent, mais apparemment ce sera une bonne voie pour qu'il re-signe à Minnesota, donc bah oui, je pense que toutes les équipes qui auraient pu être intéressées par lui ont plus ou moins utilisé leur argent d'une autre manière, ou ils ont plus la possibilité de l'avoir, quoi. Donc je crois que Pekovic a pas eu envie de décider, il a eu la flemme de faire le choix entre toutes les offres qu'il avait. Il a juste attendu que tout le monde en ait marre. Comme ça, bon bah c'est l'équipe qui reste, elle m'aura. Est-ce que tu te souviens de Bobby Brown? Oui, bien sûr. Très bon joueur en Europe. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, Bobby? Non, parce que je vois là justement dans la liste, il est classé. Il y a Royal Ivy. Ouais, bon, il est tout le temps classé, lui. On va laisser quand même ses free agents de côté. On va parler basket. Donc Cleveland, puisque Andrew Bynum s'est engagé pour 24 millions sur 2 ans chez les Cavaliers. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve que c'est quand même la belle affaire.
Alors la belle affaire, je sais pas, mais c'est un pari qui vaut largement le coup d'être tenté. De toute façon, je crois qu'il y a le contrat c'est 1 an et la deuxième année elle est optionnelle. C'est l'équipe qui choisit de la faire jouer ou pas, je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Ça me semble bien. Ouais. Du coup, bon, il y a une année qui est sûre et là où on va pouvoir voir. Et voilà, il y a rien à perdre parce que si Bynum, même si on a la moitié du Bynum qu'on doit avoir, ça sera un bon pivot. Et ce que a atrocement besoin cette équipe de Cleveland. Et si ça marche, ils pourront même le prolonger une année supplémentaire. Donc c'est vraiment avoir un pivot qui peut être très bon ou juste bon pour pas si cher que ça. Et peut-être l'avoir définitivement s'il se remet rétabli définitivement. Sachant que c'est pas si cher payé que ça. Parce que de toute façon, Cleveland, c'est pas quoi faire de son argent, ils l'ont dépensé sur personne. Donc quitte à le dépenser, quitte à ne pas le dépenser, autant le dépenser sur Bynum, même s'il fait une saison blanche. Quoi. Je veux dire, ça coûte rien. Du coup, Cleveland a abandonné la piste Greg Oden. Je trouve ça dommage parce que même si Andrew Bynum, il fallait prendre Greg Oden, étant donné que chacun a un genou en état. Donc si t'en prends un à chacun, t'obtiens quand même un joueur assez correct. Ouais, je te vois venir. Toi, tu prends les deux mecs, les mettre sur le billard, leur découper et conserver les parties de leur corps qui marchent, assembler tout ça et faire un vrai joueur, quoi. Franchement. Je pense que Greg Oden, de toute façon, il a tout tenté sauf ça. Donc pourquoi pas. Non, mais c'est Greg Oden, en plus il vient de l'Ohio, quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été sympathique pour l'histoire, quoi, s'il aurait réussi là-bas. Ouais. Mais bon, en même temps, on va pas se mentir, c'est quand même. Enfin, moi, j'adore en tout cas cette signature d'Andrew Bynum, c'est quand même un peu mieux que Greg Oden. Je pense que les gens, bon, c'est toujours comme ça. Hein. Les fans ont une mémoire de poisson rouge, on va dire. Les gens oublient à quel point Andrew Bynum était bon et surtout à quel point il est encore très prometteur. Il y a eu ce passage à Philadelphie où, évidemment, il y a tout le monde qui va parler de l'affaire. Il s'est blessé au bowling, il a pas joué de l'année, le caractère de merde. Bon, ça c'est vrai, il a vraiment un caractère de merde. Grosse tête de l'art, d'accord. Mais Cleveland, qui a quand même un groupe assez jeune, avec quand même pas mal de talent maintenant. Il y a Kyrie Irving, il y a Dion Waiters, même si toi t'en penses ce que tu veux. Oui, et pas en bien d'ailleurs. Il y a Anthony Bennett. Maintenant il y a Andrew Bynum qui s'il est à 100% physiquement peut redevenir un des deux meilleurs pivots de toute la NBA. Tu fais le bilan, t'ajoutes même Tyler Zeller, Tristan Thompson, Dion Waiters, tu fais sortir du banc, t'as Bennett comme j'ai dit, il y a Sergei Karasev. C'est quand même un groupe de joueurs très prometteurs, et à mon avis, c'est largement suffisant pour convaincre LeBron James de revenir l'an prochain. Oui, alors bon, on va écarter cette possibilité de LeBron James parce que c'est encore loin ça, tout ça, on verra ça. Ah non, mais je pense pas qu'il fallait l'écarter parce que je pense que la signature de Bynum contribue aussi à ça. C'est dire, il y a pas que Kyrie Irving. Maintenant, il y avait que Kyrie Irving avant. Maintenant, on a Bennett, mais on a aussi Andrew Bynum. On a une bonne équipe, tu vois. C'est pas LeBron James. Si tu veux revenir à Cleveland, c'est pas juste pour le fun, quoi. C'est pas juste parce que tu viens de l'Ohio. On a aussi une belle équipe pour t'aider. Ouais, mais ça je m'inquiète pas. Moi, si je suis LeBron James, je m'inquiète pas parce que même s'il y a pas Bynum, bon déjà il y a Irving, c'est déjà une grosse différence. Mais même si lui décide d'aller LeBron James décide d'aller à Cleveland. Une fois que lui sera dans l'équipe, je pense que ce sera pas un problème pour Cleveland d'accumuler des bons joueurs quoi, en free agent tout ça parce qu'en plus il y aura de la place. Donc ça je m'inquiète pas trop. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un pas dans la bonne direction, notamment parce que même si Bynum se plante, Cleveland n'aura pas forcément à scoltiner son contrat, donc ça empêche en aucune manière LeBron James de venir. Et puis encore une fois, Cleveland n'a rien à perdre quoi. De toute façon, leur équipe est pourrie. De toute façon, ils ont qu'un seul vrai bon joueur. 2 maintenant avec Bynum. Si Bynum, il y a Anthony Bennett. Oh, oui, en effet. Mais on va quand même, on va lui laisser le temps de poser un pied sur le parquet avant de l'inclure dans les joueurs confirmés. Mais si Bynum se plante, donc ce sera pas grave. De toute façon, ils vont pas aller loin dans tous les cas. Avec ou sans Bynum. Donc là, si Bynum se plante, et honnêtement, je crains un peu quand même pour qu'il n'arrive jamais à 100% ou qu'il n'arrive jamais à enchaîner les matchs. Hein. Ça, c'est une vraie crainte que j'ai. Ouais, les histoires de genoux, je sais pas, je sais plus ce que avaient dit des médecins, comme quoi ses genoux étaient dans un état assez sale. Et les genoux c'est très compliqué, on le voit un peu avec Brandon Roy. Mais bon, d'une part, même un Bynum à 50, 60, 70%, c'est toujours un pivot correct. Donc c'est pas négligeable, ce sera un peu cher,
Mais comme il a un contrat que de 1 ou 2 ans, c'est pas forcément grave. Et puis comme je te dis, cette équipe, dans tous les cas, elle va viser la draft, quoi. Donc Ah, tu penses? ah bah oui, clairement. Enfin clairement non, pas clairement. Je pense que justement dans cette conférence Est, vraiment pas folichonne, où en plus il y a quelques équipes qui sont en train de se casser la gueule, comme Boston ou comme d'autres équipes comme ça. Franchement, avec un l'effectif que Cleveland a à l'heure d'aujourd'hui, ça peut le faire. Alors évidemment, il faut que Bynum soit à un minimum de conditions physiques. Il faut déjà qu'il joue, tout simplement. Mais attends, Anthony Bennett, t'as Sergei Karasev, t'as Kyrie Irving. Ça commence à être un bon équilibre. Si tu fais sortir Dion Waiters du banc en tant qu'energizer, si t'as Tristan Thompson, si t'as des bons joueurs role-players comme ça, c'est encore jeune. On est d'accord, ça manque de maturité. Ouais, mais puis une 8ème place, ouais, puis je sais pas, je pense que ça va manquer pas mal de structure de jeu avant moi, parce que effectivement l'équipe est très jeune. À part Kyrie Irving, il y a pas grand monde qui comprend un peu le basket, hein. Si Karasev peut-être, mais tout le reste c'est ou très très jeune ou un peu caractériel. Je pense à Bynum. Non, j'ai un peu du mal à les imaginer loin. Bennett, tout dépendra. S'il arrive un peu à se donner en défense, ce qui je pense il est capable de faire, hein, ça ira. Mais j'attends quand même, parce que encore une fois, comme on le disait, il va quand même avoir une grosse pression sur les épaules. On va attendre de lui qu'il produise tout de suite. Donc je sais pas, je pense quand même que Bennett. Mais je pense pas, parce que il est numéro 1 de draft, mais il est pas franchise player de son équipe. Donc c'est quand même, c'est un gros plus pour lui, je pense. Ouais, bon, tu sais, Derrick Williams, quand il arrive à Minnesota avec seulement son deuxième choix de draft, il était attendu au tournant, et il y avait Kevin Love dans l'équipe, c'est quand même différent. Bah, il était quand même attendu au tournant, et puis il a pas forcément bien géré le fait de pas réussir à non, de suite, attends, hein. Derrick Williams, déjà d'une part, Derrick Williams n'était pas voulu à Minnesota. Minnesota n'en voulait pas. Ils ont voulu échanger pendant toute la draft, les semaines avant la draft, des semaines après la draft. Il y avait pas de place pour lui, il y avait déjà Michael Beasley, il y avait déjà Kevin Love, il y avait Wes Johnson. Donc c'est quand même un cas assez différent, je trouve. Oui, mais je te parle des attentes qu'il y avait autour de lui, non pas de son équipe, mais du monde du basket en général, quoi. Oui. Ouais, non, puis je sais pas, puis bon, mais encore une fois, Cleveland, de toute façon, dans tous les cas, ils n'arrivaient pas à avoir de free agent. Donc, ça coûtait rien de tenter Bynum. Effectivement, ça peut être un bon début, une bonne base pour après se construire, LeBron James ou pas LeBron James. Donc, dans tous les cas, ils sont pas perdants en prenant Bynum. Même si ça foire lamentablement, bah, ils seront juste au même point qu'ils auraient été s'ils l'avaient pas recruté, quoi. Je te trouve quand même assez sévère. Ouais, écoute, oui, peut-être. Disons que je pense vraiment que tout va dépendre du jeu qu'ils vont réussir à développer. S'ils arrivent à vraiment développer du jeu, à trouver de la solidarité et de la défense, effectivement, ils pourront aller un peu plus loin que prévu. Mais encore une fois, je crains d'une part que, honnêtement, j'ai du mal à imaginer Bynum revenir à 100% dès cette année, même à 70-80% sur l'année entière. C'est ma première crainte. Après, comme je te dis, à part Kyrie Irving, c'est du très jeune, du mec qui ont encore, qui ont une maîtrise du basket un peu limitée encore. Ça va peut-être venir, mais c'est encore juste. Et puis ouais, bah, cette année, mine de rien, il y a quand même des équipes qui se sont renforcées par rapport à l'année dernière, hein. Washington sera là, Chicago aura Derrick Rose, Atlanta c'est un peu plus renforcé. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué que c'était l'année dernière, hein, la conférence Est. Après, oui, c'est sûr. Pour en venir à Andrew Bynum, la bonne affaire, à mon sens, c'est que bon, c'est une tête de l'art. Lui, il pensait vouloir mériter un contrat maximum. Évidemment qu'il l'a pas eu. Là où c'est la bonne affaire, c'est que tu lui donnes 12 millions pour... c'est quand même pas mal, hein, 12 millions pour un joueur qui a pas joué la saison dernière. Disons que moi, je rechigne pas à prendre ce salaire-là, s'il faut. Voilà. Non, tu lui donnes 12 millions, mais tu lui donnes sur du court terme. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis, comme tu dis, tu peux aviser, d'une part, s'il revient pas du tout en forme, et si il est catastrophique, eh il est là que pour 2 ans, voire même 1 an. Faudra vérifier cette histoire d'option d'équipe ou de joueur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si LeBron James revient, ou s'ils arrivent à choper Andrew Wiggins ou Jabari Parker ou je ne sais qui à la draft, Andrew Bynum, il peut être quand même vachement intéressé de rester. Ah oui, complètement, oui. Non, mais c'est un pari, effectivement, il y a beaucoup à gagner et rien à perdre.
Donc c'est la notion même du bon pari, sachant qu'il y a que de l'argent qui risque de perdre, mais l'argent de toute façon, je crois qu'il y a le remboursement rien qu'avec les espoirs des Cleveland qui viendront au match, voir si Bynum peut poser un pied sur le terrain et voir s'il en pose un, même les 2 pieds, peut-être avec la vente des maillots ça suffira quoi. Donc je pense pas que vraiment il y a vraiment rien à perdre, donc effectivement ouais, tout à gagner, rien à perdre, c'est l'exemple même du pari qu'il faut faire dans tous les cas quoi. Tiens alors, tout à l'heure on faisait le parcours Martin de Brandon Jennings, on va faire le parcours Martin de d'Andrew Bynum, qu'on annonçait peut-être de retour aux Lakers, bon du coup il y est pas, mais les Lakers qui ont fait quelques transferts, je te laisse trouver un adjectif, parce que moi j'ai pas d'adjectif pour juger ce qu'ils ont fait pour l'instant. Désespéré. J'aurais dit visant la draft. Bah non, ils peuvent pas viser la draft, je veux dire, c'est quand même, ça reste une belle équipe sur le papier, hein. Même avant le recrutement, donc dans tous les cas, ils pouvaient pas viser la draft. Et je reviens même, peut-être que là, avec une hiérarchie un peu plus posée, avec un Pau Gasol qui sera un peu moins grognon parce qu'il est un peu plus tranquille, un Kobe qui sera un peu revanchard, je pense que c'est une équipe qui devrait faire les playoffs, ou du moins être vraiment une équipe vraiment pénible à jouer. Je pense pas qu'ils vont agresser. On rappelle quand même les signatures évidemment, parce qu'on l'a pas dit. Oui, non, parce que je parlais même avant les signatures. Je pense que déjà cette équipe, elle était là, elle était déjà avant les signatures des joueurs. C'était déjà une bonne équipe qu'on peut pas négliger comme ça. Déjà. Oui, sur Xbox, évidemment. Non, même pas. Comme je te disais, il y aura pas du tout la même contexte que l'année dernière. Ça va tout changer. Je pense qu'on se revient un peu plus à l'équipe de l'année d'avant. Et avec ce petit grain de revanchard que certains joueurs auront, notamment Kobe. Donc je les vois pas régresser par rapport à l'année dernière quoi, c'est ça le truc. Bah de toute façon ouais, c'était difficile de faire pire quand même. Bah si, parce qu'elle fait pour les playoffs quoi. Ils ont failli. Enfin, selon les attentes, c'était quand même difficile de faire pire. Ouais, mais là au moins cette année la bonne nouvelle c'est qu'il y aura pas beaucoup d'attentes autour de cette équipe. Oui, il y aura moins d'attentes, ça c'est sûr. Mais ça restera une bonne équipe quand même, parce que ça reste une équipe avec Pau Gasol et et Kobe, dans tous les cas avec ça tu as des beaux trucs normalement. Bon, alors les signatures, Chris Kaman qui vient pour 1 an. Donc là c'est pas mal parce que vu que les Lakers sont censés visent la free agency 2014, ça permet l'an prochain de s'en débarrasser. Il y a Wes Johnson qui vient de signer avec eux, apparemment ça serait pour remplacer Metta World Peace qui a été amnistié. Et il y a Nick Young, lui aussi pour 1 an. Pour 1 an et pour rigoler, faut le dire. Alors le truc, moi j'aime bien l'avenue de Wesley Johnson, mais ça on en parlera peut-être un peu après. La vraie grosse recrue c'est Chris Kaman, qui est un vrai bon pivot. Un peu sur le déclin, mais un vrai bon pivot quand même. Le seul truc c'est qui me fait un peu doucement rire, c'est que Dwight Howard est parti en disant que son Mike D'Antoni, il sait pas jouer avec 2 grands là, en même temps sur le terrain. Pau Gasol a dit à peu près la même chose. Et alors qu'est-ce que fait les Lakers forcément? Bah ils recrutent un autre grand à la place de Dwight Howard. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est dommage puisque il y avait quand même moyen de faire jouer Pau Gasol en tant que pivot, d'aller chercher un poste 4 qui aime s'éloigner, qui aime rester dans le périmètre comme Mike D'Antoni les aime. Ouais, il y avait des trucs à faire quoi de ce côté. En plus, ils auraient pu même garder Clark pour ce petit jeu-là, ça aurait été sympa parce qu'il avait une petite cote d'amour auprès des fans d'Angelino. Donc ça c'est intéressant. Donc je suis pas très convaincu par l'idée de recruter Chris Kaman, quand bien même c'est un joueur assez intéressant. Après la stratégie sera peut-être que comment dire, Kaman ne jouera que une vingtaine de minutes derrière Pau Gasol ou un truc comme ça. Ça je veux dire, Los Angeles n'a plus rien à perdre. De toute façon, ils l'ont eu pas très cher et puis pour 1 an. C'est peut-être juste de la viande en plus quoi. C'est pas inintéressant ça. T'as regardé Clark? Alors je t'ai dit Clark parce qu'il m'est venu, mais si j'aurais pu recruter un autre 4 un peu je vais peut-être essayer de récupérer Ryan Anderson d'une manière ou d'une autre, quoi, ça aurait été intéressant. Oula, comment tu vas faire? Je sais pas. Je me suis débrouillé. Non, mais je veux dire parce que Ryan Anderson il est sous contrat actuellement. Ouais, mais tu fais un petit package Jordan Hill, Steve Blake, des choses comme ça. Oula. Je pense que les Pelicans sont quand même des ambitions, ils vont pas se faire piner comme ça. Ouais, mais attends, tiens, Jordan Hill en pivot, c'est pas inintéressant, hein. Et puis déjà Steve Blake n'a qu'1 an de contrat, donc oui, non mais je reconnais que non, je sais pas comment ils auraient fait, mais à la limite, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, quitte à échanger Ryan Anderson, autant le faire pour aller chercher un vrai bon pivot. Oui, non, mais j'ai dit une bêtise. En effet, j'affiche en même temps que je parle, et il faut pas faire ça. Tiens, mais d'ailleurs, avant de continuer sur les Lakers, on a oublié de le citer, donc Clark à Cleveland, bon,
on peut le citer. Oui, voilà, on le cite. Non, c'était principalement aussi pour Jared Jack, on a oublié de parler. C'est vrai, on a oublié Jared Jack. Qui va faire quand même un super backup à Kyrie Irving. Exactement. Alors, le truc, c'est que là où Jared Jack pouvait jouer avec Stephen Curry en même temps sur le terrain à Golden State, je suis pas convaincu qu'il puisse le faire autant à Cleveland avec Irving. Tu penses? Pas autant. Un peu peut-être, mais tu perds tellement avec Irving si tu lui enlèves le ballon que c'est un peu dommage. C'était déjà un peu le cas. Pendant la saison, ils ont essayé de faire ça un peu, de faire jouer Kyrie Irving off the ball en fait, en filant la gonfle à Dion Waiters pour justement essayer de le soulager Kyrie Irving. Pour le coup, je préfère quand même filer la gonfle à Jared Jack plutôt qu'à Dion Waiters. Je suis d'accord. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est là. Mais du coup, Dion Waiters, tu le balances direct à ce moment-là parce que là, il va plus toucher une quille. Tu le fais jouer pivot. si on Bynum. Tu le fais jouer pivot, exact. Mais non, ce sera intéressant à voir ce petit jeu-là. Que va devenir Dion Waiters maintenant que Jared Jack est là? Ça sera une vraie bonne question. Et du coup, est-ce que Cleveland n'aura pas raté l'occasion de l'échanger cet été-là, alors que sa cote était au plus haut? Ça sera vraiment une question à suivre. Du moins pour les geeks basketballistiques comme nous, quoi. Non, mais effectivement, on repart sur les Lakers. Je suis pas spécialement... Enfin, disons que c'est vraiment le côté on recrute des gens pour recruter des gens, quoi. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors qu'au contraire, je pense que ça aurait été plus intéressant pour eux de se recentrer leur hiérarchie, de se recentrer sur leurs joueurs qui sont là, qui se connaissent, et essayer de vraiment repartir sur des bases un peu plus simples que d'accumuler des joueurs non seulement qui devront découvrir leur coéquipier, un nouveau système de jeu, et qui en plus vont demander des ballons, va demander à cette équipe-là de se réinventer un jeu, quoi. Donc c'est vraiment plus ça qui m'embête chez les Lakers que les joueurs eux-mêmes qu'ils ont recrutés, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, non mais moi c'est clair, je trouve encore une fois que ce recrutement, c'est un peu comme pour Dallas. Chris Kaman, c'est bien, Nick Young c'est bien, mais est-ce que finalement ils vont pas être pas assez bons pour les playoffs et trop bons pour avoir une bonne place à la draft? Non, mais dans tous les cas, je pense qu'ils sont dans tous les cas trop bons pour avoir une bonne place à la draft, hein. Ça, moi je pense que... Et tu les penses suffisamment bons pour les playoffs? Je pense qu'ils vont être dans la lutte. Alors cette conférence au Ouest est quand même très très relevée, donc ça va jouer, oui, hein. Ça. Si on commence à lister les équipes, ça fait beaucoup. C'est vrai. Mais je pense que ce sera une équipe que les autres adversaires rencontreront en se disant attention, on risque de se faire avoir. Et c'est typiquement pas le genre d'équipe qui est bon à la draft, parce que je te rappelle que pour la draft, pour les places de draft, ils sont en concurrence avec les équipes de la conférence Est, hein. Donc tu peux être le dernière équipe de l'Ouest. Si t'as un bon bilan, si t'as un bilan qui est pas si dégueulasse que ça, tu peux être juste 10ème à la draft, quoi. Donc je pense vraiment pas que les Lakers se jouent la draft, et je pense pas qu'ils peuvent la jouer vu l'équipe qu'il y a et les joueurs qu'ils ont dans tous les cas. Donc la question se pose même pas. La question c'est à quel point ils peuvent être bons. Et je suis pas sûr qu'essayer d'intégrer un autre pivot et des nouveaux joueurs, là où je pense qu'ils auraient dû au contraire essayer de revenir aux fondamentaux et au contraire de réduire leur effectif pour trouver des automatismes et trouver un peu de facilité de jeu. Ouais. Ça, je pense, soit une meilleure solution que essayer de recruter des mecs en plus pour juste se renforcer. Sachant que c'est pas des mecs qui vont vraiment faire passer des paliers à cette équipe, quoi. Oui, et puis de toute façon, là on parle du recrutement parce que c'est l'actualité qui est chaude. On parle de Chris Kaman, de Nick Young. Mais la vraie clé pour cette équipe, savoir si elle va pouvoir faire quelque chose la saison prochaine, ça va pas être Nick Young, ça va pas être Chris Kaman, ça va pas être Wesley Johnson. Quoique Wesley Johnson, moi je trouve qu'il peut avoir un certain impact. Mais on va en parler. Ouais, non mais justement avant d'en parler, je finis donc. Plus que le recrutement, je pense que ça va être le retour en forme de Kobe Bryant et comment il va pouvoir retrouver son niveau de jeu et son association avec Pau Gasol. Parce que voilà, le recrutement c'est bien gentil, mais c'est vraiment Pau Gasol et Kobe Bryant qui devrait être vraiment la clé de cette saison. Ça, il y a pas photo, quoi. Ça, et voir comment Steve Nash va s'inscrire dedans. Est-ce que Steve Nash va réussir à toi t'y crois encore? mais attends, moi j'ai envie, moi j'ai quand même envie de voir. Puis dans tous les cas ils vont essayer. Même s'ils n'y arrivent pas, ils vont quand même essayer. Ils peuvent pas se permettre de juste mettre Steve Nash sur le banc comme on mettrait un Jody Mix ou un Tracy McGrady, quoi. Ils sont obligés de au moins essayer de lui donner au moins 20-25 minutes de temps de jeu, quoi. Je veux dire, il touche 9 millions, il est attendu par tout le monde. S'ils le font pas, tout le monde va la regarder de travers. Donc ils sont presque obligés de au moins le faire jouer.
Mais est-ce qu'il y a pas moyen, Steve Nash, bon, enfin moi je te dis, j'y crois plus trop, je sais pas s'il peut avoir un véritable impact. Est-ce que la bonne affaire ce serait pas de l'échanger, je sais pas, à Toronto contre un tour de draft, vu que il est canadien, il voulait s'impliquer avec la franchise de Toronto. Est-ce qu'il y a pas moyen finalement d'avoir une bonne contrepartie plutôt que de retenter encore une fois le pari en sachant que partout où il a été à part Phoenix, il a quand même été blessé assez souvent donc Ouais, alors c'est vrai, c'est absolument vrai. Le seul souci, c'est que ça risque d'être compliqué parce que là, Steve Nash est doucement en train de devenir un mauvais contrat, malgré tout son talent, hein. Son oui, ancien talent. Il est jusqu'en 2015, il me semble. En 2015, ouais, c'est ça. Il fait cette année, puis encore celle d'après, à 9 millions. C'est pas négligeable pour un joueur qui a pas montré du moins qui a eu du mal cette année. Ouais, je veux pas dire que c'était vraiment sa faute, hein. C'est pas dit que ce soit son talent qui soit remis en question. C'est pas dit que ce soit vraiment autant sur le déclin que ce qu'on a l'impression. Mais quand même, il y a quand même un sérieux doute. Ses blessures sont encore plus un doute parce que le bonhomme, il est en train de faire péter la barre de l'âge pour un meneur, hein. Donc ça faut en tenir compte. Donc je sais pas si ça va être simple de l'échanger. Mais après effectivement c'est une solution assez intéressante parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent effectivement trouver en Steve Nash un meneur intéressant à avoir pour le moment. Et justement, c'est peut-être cette année où c'est l'occasion de le faire puisque sa cote pourrait chuter dans les années à venir. Donc s'il y a bien un moment pour l'échanger, ce serait maintenant. Ce serait maintenant. Après, la question aussi que j'ai, c'est est-ce que les Lakers vont assumer de l'échanger, parce que c'est quand même une énorme remise en cause par rapport à cet été blockbusterisé. Ah, tu penses? Ah bah je pense que déjà que Dwight Howard parte, je pense eux ils l'ont un peu en travers, enfin pas en travers mais contre eux-mêmes parce que c'est vraiment eux qui ont mal géré. Voilà, justement, une fois que Dwight Howard est parti, je veux dire l'échec il est assumé de toute façon. Tu vas pas, ta fierté elle en a pris un coup, tu vas pas t'enfoncer et continuer avec Steve Nash si tu penses pas qu'il puisse faire le job, juste pour ne pas perdre la face une nouvelle fois. Bon alors déjà je suis pas convaincu que eux ils pensent que Steve Nash c'est fini. Et voilà, c'est ça. Et je suis assez d'accord. Après, dans tous les cas, je veux dire, même si est-ce qu'ils ont pas fait une croix sur le fait qu'ils disent au moins au moins Steve Nash ça a marché, au moins notre idée de recruter Steve Nash elle a marché. Si pour le coup elle marche cette année. Je pense que le balancer dès maintenant, ce serait vraiment dire un énorme coup. Les gars, vraiment l'été 2012, on a fait, mais c'était tellement pourri ce qu'on a fait qu'on a tout rembollé au bout d'un an. Non, c'est pas juste assumer l'échec de l'année. Et assumer l'échec de Dwight Howard, c'est possible parce que Dwight Howard part de lui-même. Assumer en plus le Steve Nash, ça veut dire, le gars, non seulement on a fait une erreur, mais nous-mêmes on la balance l'erreur parce que on est trop conscient qu'on l'a faite. Donc je pense que ça serait déjà douloureux d'assumer en plus l'échange de Steve Nash. Mais sinon pour les Lakers, la vraie question au-delà du retour en forme de Kobe, de Pau Gasol et de Steve Nash et de l'éventualité de que tout ça marche ensemble, c'est est-ce que tout ça va marcher avec Mike D'Antoni? Est-ce qu'ils vont trouver un jeu avec cet entraîneur-là? Est-ce qu'ils vont trouver une structure? Et surtout comment ça va se passer? Tout ça la question. Et donc toi apparemment t'avais le même avis que moi. T'étais un peu emballé par la venue de Wesley Johnson. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors moi Wesley Johnson c'est un joueur que j'aimais beaucoup au moment de sa draft. C'est vraiment le poste 3 athlétique mais avec un shoot à mi-distance et un jeu sans ballon. Sauf que depuis qu'il est en NBA, il a jamais joué ce rôle de poste 3 là, il a toujours joué 2, ce qui correspond pas à ses dimensions physiques et à ses habitudes. Déjà à la fac, il jouait 4 presque. Il jouait un 4 un faux 4 qui est en fait un 3. Mais alors de là le mettre poste 2, ça marche pas. Mais du coup, là au Lakers, il sera obligé de jouer à la fois poste 3 parce que il y a Kobe et en plus de jouer dans ce rôle un peu sans le ballon, un peu en opportuniste, ce qui correspond un peu plus à son jeu au jeu qu'il a fait se faire drafter numéro 4. Du coup, peut-être qu'on va enfin avoir le vrai Wesley Johnson, celui qu'on attend depuis sa draft. Peut-être qu'il sera enfin bien utilisé. Et là, en plus, ce cocktail défenseur, qualité athlétique et shoot va très bien avec Pau Gasol, avec Kobe Bryant et avec Steve Nash. Du coup, je veux dire, sur le papier, toutes les conditions sont réunies pour que lui, il joue enfin au niveau auquel on l'attend. Est-ce que oui, ça va être surtout c'est un mec qui était 4ème choix de draft, donc t'es pas 4ème choix de la draft pour rien. Et il a vraiment jamais eu sa chance. Enfin,
jamais eu de vraie chance en NBA. Il est tombé à Minnesota où c'était, à part Sacramento, c'est la pire destination à aller pour un top prospect. À Phoenix l'an passé, même à Phoenix, hein, il a ciré le banc pendant les 3/4 de la saison, même s'il a bien terminé l'année. Je pense que là, il y a vraiment un créneau à prendre pour Wesley Johnson. Et puis, comme tu disais, bon, il jouait 4 à la fac. C'est différent en NBA, évidemment. Mais est-ce que sur certaines séquences, ça serait pas intéressant de voir un Pau Gasol en pivot et un Wesley Johnson qui, justement, aime bien rester dans le périmètre, shooter du 3 points ou du mi-distance. Exactement le profil de joueur le profil d'ailier fort qu'aime bien Mike D'Antoni. Est-ce que finalement, ça peut pas être là une bonne solution? Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un angle intéressant là, c'est que à sa sortie de fac justement, on voyait un peu Johnson avec le physique de Sean Marion, espèce de 3-4, enfin de 3 qui est tellement athlétique qu'il peut jouer 4. Combo forward. Ouais, mais là c'est pas le combo forward où il est ni bien taillé pour le poste 3, ni bien taillé pour le poste 4. Là c'est le mec qui est bien taillé pour le poste 3. Mais qui a de l'expérience et puis des qualités athlétiques pour jouer 4. Ouais. Enfin, ce rôle de 4 particulier, un peu, je me balade un peu partout sur le terrain où je veux, et où on en a besoin. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant. Mike D'Antoni peut trouver son bonheur avec ce joueur-là en poste 4 et puis retrouver ce qu'il avait avec Sean Marion. Donc, pourquoi pas? Donc, effectivement, il y a plusieurs possibilités, plusieurs conditions qui ont l'air d'être réunies pour qu'il réussisse. Et s'il réussit, ce serait bien parce que c'était vraiment un joueur très très beau à voir jouer à la fac et vraiment très intéressant à voir dans une équipe. C'était vraiment un peu ce qu'on attend de Kawhi Leonard un peu, hein. Peut-être moins énergique, moins impactant, mais un peu ce profil-là, tu vois. Du coup, ça peut être très très intéressant. Et aux Lakers. Et moi, je souhaite de tout cœur, en tout cas, qu'on retrouve ce Wesley Johnson là. Et s'il n'arrive pas là, je crois qu'il faudra qu'on abandonne. Oui, de toute façon, ça commence à faire maintenant. Mais oui, moi, je suis quand même à s'emballer parce que, comme je te dis, c'est le genre de joueur qui peut vraiment rentrer dans le système d'Anthony, si tant est que ce système existe. Hein. Non, je pense que ça peut vraiment correspondre vraiment à D'Antoni et à ce que les Lakers devraient proposer la saison prochaine. Justement pour conclure sur les Lakers, alors tu sais que le feuilleton Dwight Howard s'est terminé il y a une semaine évidemment. Ça s'est terminé comment ça? C'est qui meurt à la fin? Non mais du coup, les Américains qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils recherchent un nouveau feuilleton. Et donc le mélodrama partie 2. On annonce Carmelo Anthony qui pourrait quitter les Knicks pour les Lakers. Alors là, on va en baver pendant 1 an. Ouais. Alors, c'est que, alors, disons, un petit point sur les Lakers, parce que l'année prochaine, le seul joueur qui sera sous contrat, enfin, les deux seuls joueurs qui seront sous contrat, ce sera Steve Nash à un peu moins de 10 millions, et Robert Sacre à 1 million. Du coup, ils auront plein de places. T'es sûr que Robert Sacre, il a été signé? Ah, moi, là, sur mon petit site internet, Oopshype, il y a son contrat, il est pour cette année et l'année prochaine. Ah, d'accord. Plus une team option, mais ça, on s'en fout. Du coup, ils ont du vide intersidéral. Bon, à ce vide-là, salarial, à ce vide-là, il faut ajouter le contrat que manquera pas de signer Kobe Bryant. Et je pense que le bonhomme, il va demander. Alors, il va peut-être pas demander le max, et encore, mais il va au moins demander 20-25 millions. Donc déjà, on peut enlever ça. D'ailleurs, lui, il a dit, c'est intéressant parce qu'il a dit qu'il lui ne ferait aucun sacrifice financier pour l'équipe. Ah ouais, non, mais lui honnêtement, est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est étonnant de sa part? Non, bien sûr, oui. Lui, il croit s'il pouvait demander 60 millions et tout le salary cap, il le demanderait, hein. Non, mais c'est dommage, parce que bon, on sait que Kobe Bryant a quand même un énorme ego, ça on le sait. Mais c'est dommage de préférer prendre l'argent et d'affirmer, je ferai aucun sacrifice pour l'équipe, alors qu'il y a moyen de dire, bon, au lieu de prendre 30 millions, je vais en prendre 20 ou je vais en prendre 15 pour aller chercher la 6ème bague, tu vois. Ouais, mais ça, je trouve que ça colle pas vraiment avec le personnage. Oui, mais personne le fait, ça, mine de rien. Je veux dire, bon, d'une part, faut penser qu'il y a les agents qui sont... LeBron James n'a jamais signé de contrat maximum, par exemple. Ouais, oui. Non, mais je parle des joueurs vieillissants qui acceptent vraiment salaire divisé par 2. LeBron James, il a enlevé 10% de son salaire, quoi. C'est sympa, mais je te parle de divisé par 2, quoi. Ah bah 10% de 120 millions, moi je les prends, je sais pas.
tu les prends, mais lui, il s'en fout, lui. Non, mais je parle vraiment des mecs je pense à Kevin Garnett, qui aurait pu signer pour, Oui, je sais pas, 5-6 millions l'année dernière, il a signé pour 10-12 millions, quoi. vrai. Bon, c'est dommage. Et en faisant ça, ils auraient pu avoir Dwight Howard. Voilà, ça c'est dit. Donc moi je pense que Coleman va demander beaucoup, donc déjà il faudra enlever ça, sachant qu'il restera toujours de la place. Mais est-ce que Carmelo Anthony c'est le joueur qu'il faut mettre à côté de Kobe Bryant? Ça dépend pour quel sport. Ouais. Pour la belote. Pour du basket, je sais pas s'il y aura assez de ballons pour les deux. Voilà. Pour une belote, oui. Pour la belote c'est bien. Ouais. Bon après je pense qu'honnêtement Carmelo Anthony est pas si bête que ça, et je l'imagine pas signer aux Lakers avec Kobe en fait. Je l'imagine au contraire essayer de rester à New York ou à la région. D'attirer Kobe Bryant à New York. Oui, il peut toujours essayer. Ou non, il dira dans la presse, il dira genre oui, allez viens Kobe. Mais en sachant très bien que Kobe, il quittera pas les Lakers, sauf s'il peut être. Je crois qu'il quittera les Lakers à la seule condition qu'il peut être le président, l'entraîneur et les 5 joueurs d'une franchise, quoi. Donc ouais non, je pense que c'est du fantasme. Peut-être ça discutera un peu là, Carmelo Anthony qui dit juste ouais c'est envisageable tout ça, mais c'est juste de la parlotte. Je pense vraiment pas que ça se fera. Et je pense pas vraiment que c'est plausible. Parce que Carmelo Anthony, n'empêche, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il est à New York, ça va faire sa troisième saison, non? Oui, c'est ça, vrai. Je vais pas te dire plus, Et New York n'arrive toujours pas à bien l'entourer. Franchement, si New York n'arrive pas à bien l'entourer à l'avenir, il peut commencer à en avoir marre et se dire, bon bah je vais aux Lakers, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, mais ça peut être les Lakers, ça peut être une autre équipe aussi. Et puis je pense à qui du coup? Ah, je sais pas, faudrait voir qui a de la marge sous le salary cap l'année prochaine, Cleveland. Paro, je vois pas. J'ai pas les effectifs en tête. Mais après faudra penser aussi que Carmelo Anthony, je l'imagine pas trop refuser les plus gros salaires qu'il y a. Et c'est New York qui prend les plus gros salaires vu qu'il c'est l'équipe dans laquelle il sera déjà. Donc non, j'ai du mal à l'imaginer aux Lakers. Après, il y a pas moyen de faire encore une combine à la con. Tu sais, parce que quand il avait quitté Denver, c'était pareil. Ah, c'est un trade, oui, c'était un trade, oui. Les Nuggets l'avaient signé pour qu'il ait le maximum et ensuite échanger tout de suite. Oui, c'est possible. Mais non seulement j'ai du mal à imaginer Anthony vouloir aller au chevet de Kobe Bryant, jouer un peu la deuxième option derrière Kobe. Et j'ai aussi du mal à imaginer les Lakers vraiment essayer de la voir. Notamment au vu de l'expérience passée avec des joueurs comme Dwight Howard et Steve Nash, sachant que les deux gars ils sont pas du tout aussi difficiles à gérer que Carmelo Anthony, quoi. Je veux dire, normalement tu peux te dire que c'est faisable de construire une équipe avec Dwight Howard et Kobe Bryant. Sur papier ça a pas marché. Alors si en plus tu mets Carmelo Anthony à la place de Dwight Howard, là ça risque d'être encore plus compliqué de faire que ça fonctionne, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer parce que Kobe Bryant, de toute façon, il a quoi? Il a 49 ans maintenant, Kobe. Il va quand même mettre ses 25 points par match, quoi. Donc, oui, et puis il va les mettre. Disons que Kobe Bryant, c'est pas le nombre de points qui régresse, c'est son pourcentage au tir. Bon, là, je suis mauvaise langue parce que là, c'est l'inverse en vrai. Oui, cette saison. C'est l'inverse. Mais non, c'est son nombre de victoires qui baisse. En fait. Mais ça change pas. Son nombre de tirs et de points ne change pas. Donc, c'est pas. De toute façon, comment dire. Tant qu'il sera aux Lakers, ce sera lui l'option numéro 1. Oui, je crains même que, vu le phénomène que c'est le Kobe, que arriver à 70 ans à être incapable d'aligner 2 dribbles, il sera toujours aux Lakers, et il demandera toujours autant le ballon, et on lui donnera. Donc, mais là, tu ouvres vraiment une question intéressante. Comment va se passer la fin de carrière de Kobe, quoi? Est-ce que les Lakers vont devoir le traîner quoi qu'il arrive parce qu'ils ont pas la force mentale de balancer. C'est toujours pareil concernant les stars. Est-ce qu'ils vont il y a deux cas, il y a les stars qui quand ils se disent je suis plus à mon niveau maximum, je peux plus apporter autant qu'avant, je peux plus être l'option numéro 1, je prends ma retraite. Et t'as l'autre cas, c'est les stars qui acceptent finalement de finir leur carrière en tant que role player qui met 4,2 points par match en 20 minutes de jeu. Oui, mais en plus là tu parles pas de n'importe quelle star, tu parles de Kobe Bryant. Le gars qui, je suis quasiment sûr que sur son lit de mort, il dira bon, il est où le petit jeune que je le prenais un contre un, quoi. Et tant qu'il pourra poser sur sa tombe, il y aura marqué Still Better Than. Non, il dira si tu veux venir sur son épitaphe, ce sera celui qui veut me prendre un contre un, il peut venir, je l'attends. ça c'est sûr, ça. Et c'est pour ça que je pense que les Lakers, pendant un moment donné, Kobe va être vraiment pas assez fort
par rapport à son âge et sa propension à vouloir le ballon et tout ça, et que pourtant les Lakers n'arriveront pas à s'en débarrasser, parce qu'il faut être burné pour se débarrasser d'un Kobe Bryant dans ces conditions-là. Et je me demande s'ils vont devoir le traîner longtemps ou pas, ou si de lui-même Kobe Bryant va s'arrêter, ou je sais vraiment pas comment ça se passer. Finalement, Kobe Bryant pourrait s'avérer être un poison, comme tu dis, sur sa fin de carrière. Ah bah ouais. Parce que d'ailleurs, on peut le dire, c'est clairement ça qui a fait que Dwight Howard est parti. Lui, il voulait être l'option numéro 1 de l'équipe. Il voulait même, il y a des sources qui ont dit que Dwight Howard voulait que les Lakers amnestient Kobe Bryant pour que Dwight Howard soit l'option numéro 1 de l'équipe. Donc c'est quand même, c'est pas mal, tu vois. Ah ouais, non, mais on est tout à fait d'accord que Kobe Bryant était déjà un peu un problème sur certains côtés, mais je veux dire, on arrivait à faire avec. Mais tu plus vois, ça va ce aller. que les gens oublient. Moi, j'ai pas oublié parce que ça m'avait choqué à l'époque. Bien avant le transfert de Dwight Howard depuis Orlando jusqu'aux Lakers, je crois que c'était dans le courant de l'année, donc ça devait être genre début 2012, Kobe Bryant avait dit j'aimerais bien que Dwight Howard vienne et je pourrais en faire mon Tyson Chandler. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, boum, dans la Et gueule. à l'époque, Dwight Howard avait dit non mais je serai jamais là-bas pour aller seconde option de l'équipe, et tout le monde s'insurgeait et tout. Finalement, quelques mois plus tard, il arrive à Orlando et tout le monde s'extasie. Mais ça s'est pas passé comme ça s'est passé exactement comme on pouvait l'attendre, c'est-à-dire que Kobe Bryant, il a fait sa tête de l'art, il est resté première option de l'équipe, et c'est pour ça que ça a pété. Oui, et puis Kobe Bryant a un statut tel que tu peux rien lui dire. Tu peux même pas le virer de ton équipe, tu peux pas faire grand chose sans... Tu peux même pas l'enlever des All First Defensive Team alors qu'il fait plus rien. oui, donc il y a une espèce de pression globale de quoi qu'il arrive, tu passeras pour le méchant, pour le mec qui est, enfin, c'est tellement infaisable que le Kobe, il a les mains libres, il peut faire ce qu'il veut, et il fera, et puis s'il fait ce qu'il veut jusqu'à 50 ans, il le fera jusqu'à 50 ans, hein. Je veux dire, on connaît le bonhomme, hein, s'il y a un joueur qui peut jouer même avec des bras cassés, des choses comme ça, c'est lui, quoi. Donc à quel âge il va s'arrêter? Je pense qu'il a clairement pour objectif de devenir, si ce n'est pas le meilleur marqueur de l'histoire, au moins de passer devant Michael Jordan. Ouais, non, je pense que oui, ça, et l'objectif d'être le premier sportif à prendre sa retraite en même temps que tous les autres salariés classiques dans 60 ans, 65 ans. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai truc. C'est lui qu'il faudrait en France finalement, parce que lui, il voudrait bien jouer jusqu'à 62 ans. Ouais, c'est ça, ouais, mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment délicat à gérer pour les Lakers, et très intéressant de voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire les hommes, les mecs burnés, les expendables, et à un moment donné juste le virer d'une manière ou d'une autre, ou leur refuser de lui proposer un contrat. Alors ça sera pas tout de suite, ça sera plus tard, mais où est-ce qu'ils vont au contraire faire les canards et et accepter les choses et attendre que ça passe, hein, sachant qu'on sait pas quand est-ce que ça passera. Bon, pour finir, je vais te citer les petits transferts ou les petites rumeurs qui sont arrivées dans la semaine. Si t'as envie de réagir, tu réagis, mais pas long parce que ça mérite pas forcément grand-chose. Alors, Brandon Wright qui devrait re-signer aux Mavericks. Bah écoute, y a que là qui peut réussir, donc tant qu'à faire. Hein. New York intéressé par Tyrese Thomas. Ouais, on n'a jamais assez de 4. Je veux dire, Bargnani, c'est déjà génial de l'avoir. Carmelo Anthony, on le fait jouer 4, c'est génial. Bah voilà, on a juste 3 joueurs pour le même poste, c'est bien. Oui, de toute façon, c'est tellement catastrophique, et c'était tellement catastrophique l'an passé le secteur intérieur, avec ce pari d'aller avec que des vétérans. Finalement, même si Tyrese Thomas a vachement déçu sur le début de sa carrière, le mec, tu le signes pour 2 millions, voilà, il apporte de la taille, du rebond, et un peu de défense, quoi. Ouais, bon après, disons qu'ils vont le faire jouer pivot derrière Tyson Chandler, quoi. C'est ça, ouais. Un pivot de 2m3, c'est bien. Non, mais les Knicks, de toute façon, ils arriveront jamais à construire une équipe, quoi, c'est pas possible. Là, c'est dégueulasse cette année. Ronny Turiaf à Minnesota. Écoute, c'est toujours bon, là je suis pas ironique du tout, c'est toujours bon d'avoir un Ronny Turiaf avec soi. Sur le banc ou sur le terrain, c'est toujours sympa de l'avoir, c'est jamais cher, c'est toujours sympa, t'as toujours de bonne ambiance. Ouais, pour les serviettes sur le banc. Ouais, non, c'est vraiment le mec, tout le monde a un bon souvenir, des bons souvenirs avec lui, et toujours vraiment peut-être le meilleur coéquipier de tous les temps. Du coup, dans les vestiaires, c'est génial, ça, c'est surtout à Minnesota où je sais pas, il fait froid, quoi. C'est toujours bien d'avoir un mec comme ça pour un vestiaire, c'est toujours génial. Donc, écoutez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Comment il s'appelle? Tony Douglas et Jermaine O'Neal qui signent aux Warriors. Oui, ça serait bien de trouver un mec, un vrai playmaker à un moment donné, même si c'est pas un bon, hein, mais un mec qui fait des passes. Est-ce que le but c'est pas justement d'introniser un peu Iguodala en sortie de banc ou en tant que meneur remplaçant,
qui puisse gérer le jeu et laisser Tony Douglas mettre ses 3 points. Oui, alors Iguodala en pseudo-meneur, moi ça me fait un peu marrer. Mais après, on fait ce qu'on veut, hein. Parce que bon, même si c'est pas un mauvais passeur, mais c'est un peu brouillon, c'est un peu freestyle, c'est pas du tout de l'organisation. Du coup, ça mène à rien. Et comme Stephen Curry n'est pas non plus le plus grand des organisateurs, y a qui pour organiser? C'est dommage, avec tant de talent offensif. C'est dommage. C'était quand même un pari en soi d'avoir laissé filer Jared Jack, parce que sans lui, bah tu laisses filer comment dire, la chance d'évoluer avec Stephen Curry off the ball finalement. Mhm. En seconde arrière avec Klay Thompson décalé sur le poste 3 du coup, ce qui était quand même une grosse part de l'équipe de l'an passé. C'était une recette qui marchait super bien. Finalement, c'est quand même un risque de plus avoir de playmaker. Bon, on verra quand même comment André Iguodala va s'en sortir. André Kirilenko à Brooklyn, tiens. Ah ouais, bah écoute, c'est pas cher en plus, hein, pas cher, C'est pas dégueulasse, intéressant. Et surtout, bah ça ira bien autour des stars, c'est toujours bien d'avoir un Kirilenko, je veux dire, un mec qui fait un peu tout et qui demande pas le ballon en attaque, c'est génial, hein. Faut juste trouver des minutes, mais bon, il doit rien avoir, quoi. Le pas cher, je suis pas sûr parce que peut-être qu'officiellement il a pas signé pour grand chose, mais t'inquiète pas que Alors, on va pas commencer sur les présomptions russes Voilà. classiques, hein, on va faire comme si tout ça était clair, hein, pas de préjugés. Brooklyn, on appelle pas ça des pots de vin à Brooklyn, on appelle ça des pots de vodka. Entre Russes. On va pas commencer avec les préjugés russes, hein. Non. Même si. Bon bref. Non, mais oui, effectivement, bonne pour acquisition. finir, Denver qui a signé donc JJ Hickson et Randy Foy. C'est pas dégueulasse, mais Si, c'est franchement, dégueulasse. ça régresse par rapport à l'an passé. Non, si, c'est dégueulasse. J.J. Oui, non, Dixon, mais je suis désolé, il défend pas. Tout ce qu'il fait, c'est prendre des rebonds et mettre des dunks. Sachant que Kenneth Farid est bien, mais c'est pas un stopper défensif non plus. Il fait son boulot, mais il tient pas une raquette. Ça, on l'a vu, clairement pendant les playoffs. Donc avec Hickson, si les deux ensemble, ça va vraiment être compliqué. Non, mais apparemment, ils veulent re-signer Mozgov. Et ils ont quand même Javal Magui aussi qui veulent mettre en titulaire, vu que le mec, il a quand même 40 millions de contrats. Ouais, non, mais d'accord. Mais moi, je suis pas partisan d'Hickson à part en sortie de banc et à la rigueur. Donc je me demande même si avoir Koufoua c'était pas mieux encore. Tu vois? En plus, enfin, c'est quand même assez con. Donc tu fais le bilan, il y a Kenneth Farid, ils ont obtenu Darrell Arthur, qui est quand même pas mal dans ce profil également Qui est pas mal. de poste 4 très athlétique en sortie de banc. Il y a Javel Magui, ils vont re-signer Timofey Mozgov. Finalement, qu'est-ce qu'il vient faire là, JJ Dixon, quoi? Ouais, enfin surtout que ça dépend de comment tu l'utilises, quoi. Si c'est pour le faire jouer 10 minutes, ça fait pas de mal, hein. Bah, Mais ça fait quand même un 5e intérieur, donc oui, non, oui, je sais pas, mais je pense qu'ils sont un peu dépités. Et peut-être aussi que ils sont un peu comme tout le monde il a une petite hype, hein, Jackson, par rapport à sa saison, même si je pense qu'elle est un peu illusoire. Mais cette hype, ça a quand même un effet sur le marché des transferts, hein, et du coup ils se disent on va le tenter, hein. finalement, je trouve que Denver, parmi tous les outsiders un peu sérieux, c'est ceux qui régressent le plus. Ah ouais, complètement. Randy Foy, c'est pas génial, hein. Il peut faire des bonnes sorties, mais c'est pas du tout un joueur régulier, ni performant, enfin, c'est pas un joueur efficient du tout. Il apporte pas grand chose sur un terrain par un peu de scoring de temps en temps. Et c'est tout, quoi. Sinon, c'est pas génial. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon shooter, comme tu dis, qui pourra entrer dans le système de jeu, quoi. Ouais, encore, c'est quand même un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les mains, donc ça peut être un peu gênant. Non, je sais pas. Le seul truc que je me dis qui est bien, c'est que au moins Evan Fournier va peut-être avoir de la place pour s'imposer, quoi. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nicolas, merci. C'est moi qui t'en remercie. Bah oui, je me remercie. Tu te remercies toi-même, ça fait jamais de mal, hein. Peut-être que si on a le temps, vraiment, si on a le temps, la semaine prochaine, on parlera des Summer League. Ouais, enfin, du moins Guillaume parlera des Summer League. Ouais, parce que moi j'ai regardé. Parce que moi je préfère parler de basket, en fait, c'est pour ça. On se dit, non mais tiens, d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir vu Oladipo jouer meneur. Enfin bref, on en parlera peut-être à l'orée de la saison, et on se dit ciao pour cette semaine, et à la semaine prochaine. À bientôt. Oh, Wade, what a play! Wow. Oh, wow, I don't believe what he did. How about that? Wade from behind takes it away. Chalmers, pull, James! Whoa!
Let's go. Come on. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no pain. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Thank you. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Hey yo, check this out.